Alors, cher Guy, j'ai cru... Oui, il n'y a pas de surprise. Si on parle télé aujourd'hui, évidemment, on peut s'empêcher d'évoquer la grande soirée hier soir sur Arte, avec la thématique Charles Péguy, avec notamment un ouvrage de jeunesse méconnu intitulé « Seigneur, donne-moi la force ». Oui, alors Seigneur, donne-moi la force de parler de Love Story 2. Car ça y est, trop forcé, là. Le Loft 2 a commencé et on n'a pas été déçus. Alors, bon, évidemment, sérieusement, vous vous souvenez que M6 avait annoncé que ça serait pas plus trash, etc. Bon, d'entrée, on a compris qu'ils avaient menti effrontément. Il y a eu dans cette première émission plus de vulgarité, de crétinerie, de sexe frelaté façon Macumba le samedi soir que dans toute la première série. Alors, parce qu'en fait, dans les autres pays européens, le 2 a beaucoup moins bien marché, donc là on sent qu'ils ont mis le paquet. Mais avant, alors donc je vais vous décrire un peu les personnages, oui. nos nouveaux amis, mais avant je vais vous parler d'une nouvelle amie qui, je le sens, va nous apporter beaucoup de satisfaction. Je veux parler de Séverine Ferrer, qui va co-présenter dorénavant donc avec Benjamin Castaldi. Vous vous souvenez, Séverine Ferrer c'est fan de. Oui, elle était allée voir le Dalai Lama. Oui. Vous vous souvenez de ça? C'est vrai, hein, j'ai vu. Pour bénir son enfant. Non, pas du tout. Pour lui demander le sens de la vie. Bon, l'autre, il venait de fumer du népalais là. Et il avait dit le sens de la vie, petite demoiselle qui ressemble à un poney. Eh bien, le sens de la vie, c'est Jamel qui avait dit ça. C'est de co-présenter Love 2 avec Benjamin Castaldi. Elle l'a cru et tous les autres morts de rire derrière. Tiens, repasse-moi le pétard. Alors bon, en plus, quand elle est repartie, le Dalai Lama lui a dit, puis bravo pour Mirzaï, parce qu'il avait compris Nino Ferrer. Bon, en fait, parce que les autres l'appellent Neuneu Ferrer. Moi. Donc hier soir, Neuneu Ferrer était chargé de nous faire visiter le loft. Alors on lui avait dit, la production lui avait dit, sois enjoué et tonique. Alors, du coup, évidemment, elle en faisait des tonnes. Pour vous donner une idée de l'état d'excitation dans lequel elle était, à côté d'elle, Jean-Claude Van Damme aurait ressemblé à un chartreux contemplatif ayant fait vœu de silence, vous voyez. Donc, elle sort du studio pour aller nous faire visiter le loft. Et là, donc dans l'espèce de passage dehors, elle s'écrie « Ah, il y a déjà une ambiance torride !» Bon, c'était le début, il y avait 6 pauvres mecs frigorifiés, il n'y avait personne. Donc, au point que ce matin, nous dit le Parisien, ils ont été obligés d'aller chercher des figurants pour faire la claque. Donc, elle pensait qu'il allait y avoir, parce qu'à la répétition, ils avaient dit « T'inquiète pas, il y a du monde et tout, etc. » Donc, elle leur a dit « Ça va ?» Tu sais, elle a vu faire Bruel, tu sais, dans les concerts. Bon. Et là, il a écrit « Ça va ?» Il y a juste une grosse voix qui a répondu à poil. Alors là, c'est terrible parce que dans le premier loft, il y avait des caractères assez tranchés. Vous voyez, il y avait... il n'y avait pas vraiment d'intellectuels, mais enfin, bon, il y avait quand même des différences. Et là, ils ont pris 5 poufs, mais total. Je suis désolé. C'est terrible. C'est affreux, quoi. Je voudrais... ça paraît misogyne, parce qu'en plus, les mecs sont un peu plus fins, oui, semble-t-il. Mais c'est vraiment un constat, c'est affreux. Alors, commençons par Marlène, coiffeuse, enfin ancienne coiffeuse. Maintenant, elle dit qu'elle fait plus grand-chose, sauf draguer sur le périph' en 4x4. Elle a précisé, je suis ça s'appelle coiffeuse maintenant. D'entrée, elle a précisé, je suis quelqu'un qui aime les choses sexuelles. Vous voyez, bon, donc là, elle a beaucoup de classe, surtout quand elle rit et qu'elle coince sa grosse langue entre ses dents. Alors, il y avait, sa mère, elle appelle des garçons les crunch parce qu'elle les mange avec gourmandise, dit-elle. Et enfin, plus on en parle, moins on le fait, hein, quand même. Ouais. Et à la question donc de Castaldi, alors quel livre avez-vous amené, parce qu'en fait la production avait prévu qu'ils emmènent des livres pour pas non plus, et quel livre avez-vous amené dans l'œuvre? Elle a répondu, j'avais un livre mais je l'ai oublié à l'hôtel. Bon, donc elle se rappelle, actuellement elle a dû lire le titre une fois, elle se rappelle plus. Bon, alors elle, une fois dans le loft, elle a déclaré maman, je te donne tout mon soutien. Je vais m'éclater, gros poutou partout, tout le monde est super cool. Tout le monde sont super cool. C'est-à-dire qu'elle avait aussi oublié la syntaxe à l'hôtel. Alors, ensuite, Julia. Alors elle, dans le scénario de M6, c'est la rebelle. Donc ça a été, il y a une scène assez pénible, je sais pas si vous avez vu, où elle a raconté devant sa mère que cette dernière l'avait abandonnée. C'était épouvantable. Et pour montrer à quel point elle est rebelle, donc on lui a fait un piercing et elle a une rate.
Elle a amené une rate. Qui se dilate Voilà. Un animal. rat. Et alors donc, elle devait sortir de la limousine, vous voyez, avec sa rate, et puis prendre un air rebelle. Mon manque de peau, sa valise s'est ouverte. Donc elle dit, oh, pardon, excusez-moi. Donc pour la rebelle, ça la foutait mal à quatre pattes en train de ramasser ses affaires. Mais bon, elle a la rate. Ensuite, Angela, barmaid dans une boîte. Elle a dit, je suis une fille de la night, et je pense que la plupart des filles sont des connes. Vous voyez? Donc, elle le justifie d'ailleurs, puisque sa première phrase en entrant dans l'œuf fut « J'ai envie de pisser grave ». C'est-à-dire qu'elle s'implique dans le jugement, vous voyez. Ouais, on se souvient du fameux « C'est qui a pété ». Hein. Oui, ben voilà, ben ça c'est pareil. À mon avis, c'est une phrase scénarisée aussi, ouais. évidemment. Ensuite, vous avez Leslie. Donc elle, c'est probablement le clone de Loana, c'est une enfant de la DAS. Enfin, vous voyez, c'est tout ce pathos. C'est une bombe, c'est une bombe. Ah oui. Ah oui, ah bah non, mais ça dépend. Hein. Moi, elle est arrivée en short, jeans, et puis elle avait des talons aiguilles, puis elle s'est mis. Il y a une salle de sport, et alors elle a commencé à faire du truc en talons aiguilles, tu vois. Bon. Et alors et alors Castaldi lui a dit puisqu'elle avait une fermeture éclair sur son haut là de son. Alors, Castaldi lui a dit Leslie, vous avez descendu la fermeture éclair de votre poitrine. Ça c'est Castaldi. Bon. Et pour finir, elle a dit Karine. Je suis pas sexy dans la rue, sinon ça serait l'émeute. Ouais, c'est ça. Mais bon. Modeste. Et modeste. Pour finir, il y avait Karine. Alors Karine, elle est prof de flamenco, et donc elle, on ne sait pas trop ce qu'elle est, puisque elle a passé son temps à dire tranquille. Et ça le fait grave. Tranquille. Voilà. Alors là, dans les garçons, il y en a un qui va être, lui, ça va être notre nouvel ami. C'est Félicien. Alors, je voudrais féliciter M6 parce que je croyais pas que ça pouvait exister, ça. Ou alors en laboratoire, mais c'est une synthèse. Comment vous dire? C'est même plus un beauf, c'est même plus un gros con. C'est au-delà, c'est dans des sphères. On savait même pas que ça. C'est des sphères inconnues. C'est un truc. Sirius, c'est le Sirius de la côte. Alors, je vous explique. C'est un mec qui est a priori mécanicien de formation, mais en fait, il fout rien. Félicien fait rien, vous avez Félicie aussi. Bon, alors, c'est-à-dire que c'est un glandeur de première. Et alors, on demande à son père, mais qu'est-ce qui caractérise, quel jugement vous portez, quel jugement porteriez-vous sur votre fils? Il répond, je peux pas dire qu'il soit feignant, mais il fout rien, il dort tout le temps. Alors, on voyait sa journée type, il se lève, alors il déjeune léger, vous voyez, un petit foie gras, du vin blanc, enfin, c'est terrible. Et après, il se recouche jusqu'à 19h, après quoi il fait la fête. Alors, pour lui, la fête, c'est faire ce qu'il appelle le poisson pané. Alors, je vous explique ce que c'est le poisson pané. Dans les bars des Landes, là-bas, dans les cafés, ils mettent de la sciure par terre pour le vomi. Bon. Et alors, lui, il se met torse nu, il dit, quand il a 4 grammes, hein, il dit, quand j'ai 4 grammes, je me mets torse nu, je cours et je plonge dans le truc, et après, il a évidemment la sciure collée avec le vomi et tout, ça fait le poisson pané. Ah oui, mais je vous ai dit, c'était en laboratoire. Et à la fin, il a cette conclusion magnifique. Et quand je suis bien bourré, je drague des thons. Et voilà. Et il dit, c'est tranquille. Lui aussi dit, c'est tranquille. Je pense que ça va être la phrase qu'on va avoir. C'est tranquille et c'est grave, qui vont remplacer le c'est clair du tome 1. Donc c'est un poisson pané qui rencontre un thon. Voilà, exactement. Oh, bah oui. Vous avez écouté Laurent Ruquier, vous, ces jours-ci? Je prends des cours. Alors, il y a le beurre de service, évidemment. Hein. Donc là, vous vous rappelez, il y avait Aziz. Donc là, c'est Kamel. Donc c'est le bon beurre. Hein. C'est-à-dire que c'est le beurre, mais intégré, machin et tout. C'est pas voilà. Lui, il a dit qu'il s'en était sorti grâce aux études. Donc, il est en formation pour devenir chauffeur de bus. Bon. Alors, d'après Castaldi, il paraît donc sa principale caractéristique, c'est qu'il pue des pieds. Donc, Castaldi a dit, alors, il paraît que c'est une véritable infection, etc. Et donc c'était la seule. Et lui dit, vous avez d'autres caractéristiques? Et l'autre, il a dit, oui, je baise mal, quoi. En gros, je suis pas un bon coup. Voilà. Donc c'est un mec déjà très très attachant. Alors ensuite, il y a David, le playboy.
Les mannequins, non Oui, les mannequins. Bon, donc lui, vous avez compris, c'est Jean-Édouard, quoi. Hein, c'est dans la distribution. En fait, ce sont des archétypes. Et alors lui, il a eu une phrase qui, je suis sûr, va vous plaire. Chiara, il a dit: les gonzesses, c'est comme les bonbons, c'est bon, mais si t'en manges trop, t'as mal au ventre. Vous voyez, c'est déjà, on sent le... Bon, alors il y a William, c'est un métis qui ressemble un peu à Thierry Henry, qui est très sympa, qui est très... Thierry Henry qui aurait pris quelques kilos. Oui, bon, mais enfin, il est très sympa, il est impliqué dans le tissu associatif, etc. Il joue au basket. Et il y a une particularité, c'est quand il marque un panier, il enlève son slip. Bon, mais à part ça, il est sympathique. Et il y a Thomas. Alors, là, Thomas. Il faut que je vous explique. Il est présenté comme puceau. Ouais. Hein, je sais pas quel âge il a, 21, 22 ans. C'est-à-dire que il a jamais eu de... Bon, il est présenté comme puceau. Et alors, il tient une galerie de peinture. etc. C'est-à-dire que tout est fait pour nous laisser comprendre qu'il est gay, évidemment. Mais l'hypocrisie de M6, c'est de suggérer le truc, vous voyez, mais de pas oser dire, voilà, on a un gay. Je comprends pas pourquoi. C'est vraiment scandaleux. Alors, ils lui ont dit, quel est ton type de femme? Alors le mec dit, il rame et puis il dit, il faut qu'elle soit au moins aussi grande que moi. Hein. Et alors il dit, tu mesures combien? 1m88. Ah bon, d'accord. Vous l'avez compris, hier soir, le rat était probablement l'être vivant le plus intelligent du loft. Pourtant, avec ce qui s'annonce dans ce loft 2, même le rat d'égout a le dégoût. C'était Guy Carlier. Je vais vous raconter le best-of du loft hier. Donc rappelons ce que veut dire best-of. Hein, ça veut dire les meilleurs moments. Donc je vous assure que c'est authentique. Hein, première séquence, on voit Félicien. Vous savez qui c'est, Félicien? Aussi. Oui. Le beauf, là, landais, celui... Alors, je vous explique, Linda. Ce type-là, son grand plaisir dans la vie consiste à picoler, donc à se saouler et à faire ce qu'il appelle le poisson pané, c'est-à-dire dans les bars où ils mettent de la sueur avec le vomi. Mais si, il l'a expliqué, où ils mettent la sueur avec le vomi, ils se mettent torse nu, ils courent et ils plongent là-dedans, vous voyez, dans la sueur et le vomi permettant de coller, voilà. Tu vois pourquoi il faut arrêter donc, de faire, Linda. Félicien était face à un presse-agrumes hier matin. Donc voilà, première séquence du best-of. On voit Félicien qui va se faire un jus d'orange. Il n'arrivait pas à se servir du presse-agrumes. Rappelons brièvement comment ça fonctionne. Vous coupez votre orange en deux, vous en plantez la moitié sur le cône de l'appareil, vous rabattez le couvercle et vous mettez en marche et tout. Bon, Félicien, lui, met sa demi-orange. Vous voyez, il coupe sa demi-orange, il la met sur le cône pointu et il la tient avec son doigt et il met la centrifugeuse en haut. Évidemment, son doigt se met à faire des tours comme ça, il s'explose le doigt, bref, une horreur. Et jusqu'à la fin de la séquence, il n'a pas compris qu'il suffisait de fermer le couvercle, vous voyez. Et en bas de l'écran, on voit s'inscrire, c'est quand même pour les téléspectateurs M6, Félicien se bagarre avec le presse-agrumes. Des fois que t'es pensé qu'il est en train de faire un traité de mécanique ondulatoire ou je sais pas. Bientôt, ils vont écrire « Images qui bougent, filmées avec une caméra », tu vois, pour les mecs d'M6. Il y a quelques jours, un documentaire de la BBC montrait des expériences authentiques. Hein. J'ai vu ça sur Nature, des expériences réalisées sur les chimpanzés du zoo de Sydney. Et les singes arrivaient à se servir d'un clavier. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y avait, vous avez vu, une 60aine de touches. Et ils arrivaient à comprendre une 50aine de phrases. Et ils se faisaient du jus d'orange en se servant d'un presse-agrumes sans problème. Ensuite, ils leur prenaient, c'était des singes, donc tout à coup, ils servaient le jus d'orange, puis après, ils leur prenaient l'envie de copuler, ils allaient copuler n'importe où. C'est la vie de bureau, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez, les lofters font comme les singes au niveau de la copulation, ils se mettent à baiser n'importe où, comme ça, mais le jus d'orange, non, ils n'arrivent pas, ils sont en retard sur les singes. Alors, le plus fort dans cette scène-là, c'est que vous avez deux autres lofters qui observent. Vous savez, c'est vraiment un truc de singe, quoi. Ils observent. Et alors, ils comprennent pas non plus. Ils voient l'autre avec son doigt qui machin, ils comprennent. Alors donc, il y a Angela qui dit « Oh, c'est un délire grave. » Bon, Kamel réplique
Même pas chez moi j'ai ça. Ah oui, parce que lui, il met pas les mots dans... Dans l'ordre. Même pas chez moi j'ai ça. Angela, qui là se décrotte le nez, parce qu'il n'y a pas de raison, j'ai rien à foutre, je regarde ça, donc elle se décrotte le nez, elle a cette conclusion magnifique. C'est ça qui est bien ici, c'est qu'il y a des trucs ici que t'as ici et que t'as pas à la maison. À la fois, c'est plein de bon sens quand même. Absolument. Donc, sinon... Oui, allez-y. Si j'ouvre une parenthèse que Ouais, vous m'avez demandé ouvrez. hors antenne, pour... ok, parce que dans la presse belge, toujours, ils ont fait un petit écho Oui, je sur... parle de votre week-end à Portofino, dont vous m'avez parlé hors antenne. Non, mais attendez, taisez-vous, Guy. Non, simplement pour vous dire l'histoire des fautes d'orthographe. C'est vrai qu'ils ont un vrai problème avec la langue française. Et c'est la Et presse vos belge... achats de lingerie, vous voulez que j'en Non, parle? et c'est la presse belge qui nous le révèle ce matin parce qu'il il a dit, Ah oui. il y en a un qui a dit dans le loft, il n'y a pas beaucoup qui fait leurs tâches ménagères. Alors Julia s'est empressée de corriger qui font. Alors il y a eu une altercation. Angela dit je suis pas Bon, conne. alors là, je me c'est suis toute ma troisième Ah bah, phrase. non. C'est vrai. Mais vous m'avez dit de vous interrompre pour vous en parler. Alors, j'en étais justement là, mais c'est vrai, vous avez raison. Tiens, regardez, Angela, moi je dirais dans l'œuvre qu'il n'y en a pas beaucoup qui fait... Bon, alors voilà. C'est parce que, je vous explique, la production, il y a un entourage à ce que vient de dire Stéphane, il a raison, mais la production a dit, bon, il faudrait qu'il y ait chaque jour une phrase du loft. Vous voyez, une pensée. La Ça pensée s'appelle du jour. La pensée du jour, donc déjà, bon. Mais la pensée du jour doit commencer par, dans le loft, il y a... C'est-à-dire que c'est quand même le truc bien délation, bien... il faut que ça crée l'incident. Ils vont pas faire un truc, une pensée Spinoza a dit. Non, c'est dans le loft. Dans le loft. Alors, donc effectivement, comme dit Stéphane, Angela dit, moi je dirais dans le loft qu'il n'y en a pas beaucoup qui fait leurs tâches ménagères. Bon, là-dessus, l'autre, c'est celle qui a la rate. À propos de la rate, il y avait une brève dans Charlie Hebdo. Loft 1, non, c'est pas ça. C'est La Fontaine. Il y a un rat dans le loft. Après le rat des villes et le rat des champs, le rat des cons. Alors, donc celle qui a le rat lui dit... Mais non, on dit pas qui fait leurs tâches ménagères, on dit qui font. Et elle lui dit, elle est conne, comme ça, devant l'autre, je te dis pas le pire. Et l'autre a dit, non, je suis pas conne, je m'ai trompé. Et alors après, Kamel, lui, sa phrase, c'était, moi je dis, dans le loft, il y a de l'esprit vivante. Parce que non seulement il met pas dans le bon truc, mais il est masculin, machin, enfin bon, voilà. Et même à un moment, il y a Félicien qui dit qu'entre eux, avec sa copine Marlène, il y avait que des sentiments amicaux. Oui, alors bon, et donc bon, c'est sûrement l'émotion. Alors si on devait décerner quand même la palme, la plus grosse connerie balancée à l'intérieur du loft, c'est certainement à David qu'on devrait l'attribuer parce que près de la piscine, en pleine discussion avec Thomas, alors que celui-ci dévoile à demi-mot son homosexualité, David lui fait part de son admiration. Il faut avoir beaucoup de courage pour oser t'affirmer. Et de toute façon, ta famille, tu l'emmerdes avec un grand A. Encore attendre 15 secondes alors. T'as 15 secondes, Guy. On commence par un peu de culture et une émission dont je vous ai jamais parlé. Il s'agit d'un livre un jour, je sais pas si vous connaissez, donc diffusé quotidiennement, comme son nom l'indique, sur France 3 et présenté par Olivier Barraud à 18h. C'est juste avant Julien Lepers, c'est pour ça que j'ai jamais parlé de cette émission, tant elle souffre de la concurrence, évidemment. Bon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Barraud. Si c'est pas le cas, il faut absolument que vous le regardiez, car ce type est en train de disputer à Stéphane Bern le championnat du monde de la coupe de cheveux la plus ridicule. Alors, attention, ils ne sont pas dans la même catégorie, hein. Ça n'a rien à voir. Vous avez d'un côté donc la salade de pissenlit posée, bon d'accord. Et alors, Olivier Barraud, lui, nous la joue dandy. C'est-à-dire la mèche romantique, mais j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des cheveux sur le côté en mèche romantique, c'est-à-dire 1,5 kg de cheveux sur le côté. Olivier Barraud est habillé en Bernard Pivot ou en Michel Pollack. Si vous avez remarqué, les chroniqueurs littéraires sont toujours habillés pareil, des vestes laine et mohair, des chemises rayées au col à boutons et le carré de soie. Ça, c'est indispensable. C'est pour montrer que t'es un rebelle et que t'as pas la cravate. Alors, mais que tu vas chez Hermès quand même. Oui, tu vas chez Hermès quand même, justement. L'émission se déroule toujours dans des cafés littéraires, ou alors on le voit assis sur un banc de pierre au parc Monceau, ou alors à la proue d'un bateau-mouche, tu vois.
qui passe devant la conciergerie, juste au moment où ça passe devant la conciergerie. Enfin bref, des lieux où traînent des feignasses, parce que pour bouquiner à 3h30 sur un banc de pierre au parc Monceau, faut rien à foutre. Il y a les mômes, c'est pas eux qui vont aller chercher les mômes à l'école à 4h. Ça va inciter à lire dans les banlieues. Les gamins vont croire que pour accéder à la littérature, il faut porter des vestes ridicules en mer, des écharpes en soie, une mèche d'1,5 kg plaquée sur le côté, sur un banc de pierre devant des statues antiques à la con du parc Monceau. Alors, à mon avis, ça va pas les encourager. Enfin bref. Donc dans l'émission, parfois l'auteur est présent, d'autres fois il est absent. Hier, l'auteur était là. Il s'agissait de Michel Vinop. Tu connais C'est historien, oui. Tu connais un grand historien. Qui la raconte l'histoire de sa famille. Et Olivier Barrault lui demande d'entrer. Tout au début de votre livre, vous dites « La mort était chez nous comme chez elle ». Oui, parce que, vous l'avez compris, Olivier Barrault fait comme Stéphane Bern. Il dit tout au début de votre livre. Et là, on voit les 2 premières pages un peu dépliées comme ça, et le reste du bouquin en pavé compact. Quelle mauvaise Alors, le mec, foi, quelle mauvaise foi. Ben oui, en fait, ce qu'il faut, Ah oui, faudrait ça un qui est jour drôle. qu'il y ait un auteur qui écrive 5 premières pages sans rapport avec le reste du livre. Tu vois? Et le bouquin commencera en fait à la page 6. Donc t'imagines Olivier Barrault, bonjour Trucmuche. Alors dans votre livre, dès le début, vous écrivez « Ceci est un traité de mécanique ondulatoire ». À la fin du livre, on sait tout sur la mécanique. Et l'autre qui dit « Mais non, pauvre con, ça s'arrête à la page 5 ». Après, c'est l'histoire d'un critique littéraire qui lit pas les bouquins et qui passe pour un con. Bon, bref. Avant-hier, hier, il était avec tu te souviens, redis le nom. Michel Vinocq. Bon. Mais on vous écoute. Avant-hier, Guy. Olivier Barrault était seul, Ah bon assis, donc dans une brasserie située dans le 6e arrondissement, ce qui met tu crois quand même pas qu'il va aller à Aubervilliers. Alors, donc il tournait le dos à une baie vitrée et on voyait derrière lui la circulation d'une espèce de plan à la Claude Sautet, tu vois, avec le type comme ça dans la brasserie. Et quand il est seul, Olivier Barrault raconte le bouquin, donc grâce à une fiche que lui a préparée son assistante. Alors il fait comme pivot, vous savez, pour lire, il chausse des petites lunettes de demi-lune comme ça. Et pour être franc, le bouquin dont il parlait était sans intérêt. Alors donc, on s'intéresse à ce qui se passe derrière. Ben oui. Donc je regardais les bagnoles qui s'arrêtaient au feu rouge. J'espère que c'était je pas ne sais celui de pas. Claude Arnaud. Il y avait un feu rouge juste derrière la terrasse. Il y avait non, je m'en serais souvenu parce que je lisais déjà le Cocteau. Il y avait un feu rouge juste au bout de la terrasse. Vous voyez les bagnoles qui s'arrêtaient, etc. Bon bref. Et à un moment, je vous jure que c'est vrai, sinon Ça n'aurait pas de sens. voilà, je vous jure, on voit arriver un camion vert de la ville de Paris, tu vois. Et la fenêtre benne à ordures, vous voulez dire? Non, un camion d'entretien. D'entretien. Vert, tu sais, avec les pelles dans la benne, quoi. Alors, Donc, ramassage des ordures sur les grosses ordures. Et par la fenêtre ouverte, la fenêtre était ouverte, et par la fenêtre ouverte, on voit le type qui conduisait, donc l'ouvrier municipal, qui entreprend, comme souvent au feu rouge, des fouilles nasales. À son air satisfait, on a compris très vite que ses recherches avaient été fructueuses. Et en effet, on le voit ressortir un magnifique relief qu'il tenait entre le pouce et l'index. Mais Seulement, comment vous arrivez à si voir la première c'est long. partie de sa pêche miraculeuse était solide, derrière, il y avait une espèce de filament comme une traînée d'étoiles. Bon. Ah non, oh non. Alors, je vous jure que c'est vrai, on l'a vu nettement se pencher par la fenêtre, boucher du plat du pouce la narine qui n'était pas concernée et expulser le reliquat, l'intégralité du corps étranger. C'est bien comme bouquin. Après quoi, il se mit à siffloter en trifouillant son autoradio afin d'augmenter le son pour bien entendre aux grosses têtes de Philippe Bouvard l'histoire de la pute à la jambe de bois. Alors, au moment où le feu passa au vert, Olivier Barrault finissait avec cœur de sa fiche, l'écran se divise en deux, vous savez, vous avez donc d'un côté avec la mèche et de l'autre côté le livre, une espèce de trucage, le livre en suspension dans l'air, et on entend le générique, une espèce de truc à l'accordéon de jazz. Eh bien, je vais vous dire, ça donne vraiment envie de lire. Merci Guy.
Moi, je vais dire un peu de Carlier tout à l'heure. Je vous préviens tout de suite sur Laura Adler. Ça, c'est un texte que j'adore. Pourquoi? Parce qu'elle est patronne de France Culture. Eh ben, c'est vachement bien. C'est une chaîne rebelle, alors on a le droit de parler de la patronne. J'ai regardé hier soir Le Cercle de Minuit, compte tenu de son heure de diffusion tardive. Je connaissais pas cette émission, donc... à moins que ça vous embête. Non, je vous en prie. Est-ce que vous touchez des droits quand... Non, attendez, laissez-le. Je ne connaissais pas cette émission dont le public est constitué de feignasses gauchistes qui n'ont pas à se lever le lendemain, mais j'avoue que j'ai pas perçu tout de suite l'intérêt d'un tel programme. Pour commencer, un écrivain ouzbek avec une cravate de réfugié albanais parlait de son livre intitulé « Voyage dans l'absurde condition humaine au-delà du mal et des escalopes milanaises ». Puis un griot africain en pagne est venu interpréter un air du folklore sénégalais en s'accompagnant d'un instrument traditionnel constitué d'une seule corde. Il s'agissait d'une mélopée ancestrale, mais également lancinante, mais très, très lancinante, à un point que vous avez du mal à imaginer. C'est pour terminer, le metteur en scène du théâtre subventionné, d'une municipalité communiste, dont on devinait même à la télévision qu'il avait une haleine épouvantable, est venu nous parler de l'hommage à Molière qu'il va monter prochainement à la MJC de Bobigny, sous le titre évocateur et elliptique de Fucking Poquelin. Et je vais pas l'embêter, le mettre mal à l'aise, parce qu'il est véritable... J'étais bien meilleur à cette époque-là. Oh non, parce que c'est remarquable même maintenant, c'est vrai, je le pense. Et après, vous mettez en avant quand même l'intelligence et la beauté de Laura Adler. Les genoux de Claire, et vous la comparez à l'héroïne Laurence de Monaghan qui jouait le genou dans... Elle est avocate maintenant. Et je jouais, moi, celui qui était le petit copain de l'autre. Donc, vous avez associé Laura Adler à Eric Rohmer. Eric Rohmer étant le plus grand résistant à l'horreur américaine, étant le grand cinéaste qui a produit une œuvre. Associer Laura Adler au genou de Claire est une chose qui, normalement, devrait vous ouvrir les portes encore plus grandes, si c'est possible. Voilà. Meilleurs vœux à tous de bonnes et heureuses années. Souvenons-nous, il y a quelque temps, le Fou du Roi recevait Robert Hossein. Avec Ariane Dollfus, Thomas Hervé et Patrice Carmouze, ce jour-là, Guy Carlier évoquait la rentrée du Sénat. Depuis que nous sommes de droite, nous allons d'émerveillement en émerveillement. Hier encore, j'ai eu une divine surprise lorsque, regardant à la télévision la séance du Sénat consacrée aux questions au gouvernement, j'ai découvert un nouvel ami de droite, Monsieur Christian Poncelet. Je ne sais pas si vous connaissez Christian Poncelet, deuxième personnage de l'État, faut-il le rappeler. Il serait président par intérim. Voilà, c'est le deuxième personnage. Vous avez d'abord Juppé et Poncelet derrière. Alors, Christian Poncelet, lorsqu'on voit cet homme, on se demande comment on a pu être de gauche avant. Poncelet, c'est l'enthousiasme, c'est l'audace, c'est le souffle de l'histoire qui caresse nos nuques. Comme quand vous êtes en Grèce, on a le souffle. Oh non. Bah si, vous m'avez dit à Mykonos, j'ai le souffle qui me caresse la nuque. Alors, Poncelet est un intrépide, un téméraire, un exalté, c'est Bonaparte à Arcole. Poncelet, c'est mon avenir, mon Amérique à moi, même s'il est trop bien pour moi, comme dit son cousin Pasqua. Alors, notre ami Poncelet est donc président du Sénat. Tout d'abord, un peu de pédagogie. Le Sénat, c'est 321 sénateurs élus par des grands électeurs, donc vous n'en faites pas partie, Stéphane. Élu pour 9 ans. 9 ans comme Cavada. Donc, pour vous dire si ça fait long, 9 ans. Une moyenne d'âge de 77 ans, comme... Ah non. Le Sénat, c'est 62 projets de loi examinés par session, 162 questions au gouvernement, mais c'est aussi 132 prostates en moins, 17 anus artificiels, 86 audiozooms de Phonax, une consommation de 835 paquets de couches confiance modèle Eddie Barclay, et comme à l'Assemblée nationale, une buvette qui peut servir jusqu'à 87 litres de verveine les jours de grande activité, c'est-à-dire lorsque les sénateurs vont en séance plus de 40 minutes. À la tête de ce char de l'État, que dis-je, à la tête de cette Ferrari de la France, notre nouvel ami Christian Poncelet. Physiquement, il ressemble un peu à Raffarin, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire que c'est, vous savez, on dirait un manager de boxe, c'est le gars qui est derrière et qui met le protège-dents au gars qui dit « Vas-y petit, vas-y petit, soigne ton gauche ». Enfin, ils disent « Non, vas-y petit, soigne ta droite ».
Et puis, ils ont en commun cette allure étrange, Poncelet et Raffarin, cette drôle de façon de se tenir, comme s'ils étaient accrochés à un porte-manteau dans le dos. T'as remarqué ? C'est vrai, Raffarin, vous avez remarqué ? Bon. Dans la séance, donc hier, séance d'ouverture, 25 ministres ou secrétaires d'État s'étaient rendus au Sénat, ce qui prouve l'importance que le gouvernement attache à la noble Assemblée. Dans l'hémicycle, par contre, il y avait tout au plus une douzaine de sénateurs, ce qui prouve l'importance que les sénateurs attachent à des RIC diffusés à la même heure à la télévision. Bah oui. Bah si. Donc, hier, la séance commence. Alors, Poncelet s'installe, va pour lancer la séance, mais il est obligé d'attendre. Je vous ferai écouter le son lundi. Il est obligé d'attendre, car voilà que ça se met à siffler dans tous les coins, Carmouze. C'est-à-dire que ce sont les sonotones, je vous jure, c'est vrai. Comme on a eu, non, c'est parce que vous êtes moqué l'autre jour, et donc ce sont, vous avez tous les sonotones dont les fréquences s'interfèrent, et ça se met à faire des larcènes. J'ai cru qu'ils diffusaient un concert de Jimi Hendrix à un moment. Une fois que chacun eut réglé sa prothèse auditive, monsieur Christian Poncelet finit par lancer la séance. Alors, il a le même tic de langage que ma concierge, il a un problème avec les finales des mots. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il dit « Monsieur le ministre ». Donc, il a commencé en disant « Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres », et bon. Et alors, l'important pour lui, vous voyez, il ouvre une session sénatoriale, enfin, truc, bon, l'important pour lui, c'est le délai. C'est-à-dire dans son discours d'ouverture, c'était 2 minutes 30 pour les questions, 2 minutes 30 pour les réponses. Il n'y a pas eu de truc de fond sur la politique de la France. Bon. Et alors, il donne la parole à un de nos nouveaux amis de droite, retenez bien son nom, Henri de Raincourt, sénateur, donc Henri de Raincourt. C'est un mec des Républicains indépendants. Je ne savais pas que ça existait encore. C'est-à-dire qu'ils sont élus pour tellement de temps qu'il y a des vieilles formations politiques, il y a même des SFIO, il y a même des radicaux. Il y a même des gars qui demandent avec insistance la démission de Vincent Auriol et tout ça. Bon, enfin bref. Il y a un groupe indépendant et paysan toujours. Autant vous dire, non mais républicain indépendant. Et autant vous dire que on dirait, si vous voulez, pour vous donner une idée, on dirait un défilé de mode d'Ormeuil. Si vous avez Armani, vous avez présenté des jeunes mannequins aux cheveux peroxydés et tout. Bah là, c'est des vieux mannequins décolorés aussi, parce qu'ils ont tous un reflet blanc comme Carmouze. Alors. Donc, Henri de Raincourt pose sa question, et c'est là que j'ai compris ce que signifiait l'expression « un train de sénateur ». Ça donnait « Je voudrais demander à monsieur le ministre de la Défense, bien qu'une réunion concernant le sujet soit prévue la semaine prochaine, s'il serait susceptible de nous donner des indications sur la position du gouvernement vis-à-vis de l'Irak. » Et à la fin, Poncelet, à la fin de la question, il annonce, vous savez, comme si le type avait tenté un record du monde. Il dit « Henri de Raincourt, 2 minutes 21. Temps respecté. » Temps respecté. Je vous assure. C'est-à-dire que le mec pose une question sur une possible guerre avec l'Irak et l'autre en douille. Temps respecté, 2 minutes 21. Et c'est là que j'ai compris que finalement, on est heureux d'être à droite. C'est simple, vous voyez, la droite. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. C'est une espèce d'insouciance comme ça. Le tout, c'est que votre temps soit respecté, oui. Carlier. Non, mais vous savez, ça me fait penser, c'est un bonheur, ça me fait penser à l'île aux enfants. Vous vous rappelez de l'île aux enfants? Tu connais l'île aux enfants? On va chanter. Alors, vous voulez qu'on chante? Voici venu, c'est ça, hein? Alors voilà, je vais vous donner un petit... Voilà. Voici venu le temps des rires et des chants, la droite au gouvernement, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux, des réacs heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Voilà, bah oui, ça c'est la droite.